Il faut bien se rappeler que l'apprentissage par problème est une pédagogie qui est née à la fin des années 60, début des années 70. Et une des grandes volontés et désirs des concepteurs à l'époque, c'était de dépasser cette relation transmissive entre un enseignant et un apprenant. Alors, on était dans une mouvance où on voulait impliquer davantage l'apprentissage des étudiants qui étaient en situation d'apprentissage sur le processus lui-même d'apprendre. Et donc, on a proposé une démarche distincte qui, a priori, prenait appui sur deux réalités très fortes que la recherche nous a amenées à ce moment-là, c'est-à-dire l'importance des connaissances antérieures. Toute personne amène donc avec lui ou avec elle un bagage de connaissances lorsqu'il est en situation d'apprentissage. Et ce bagage va avoir une importance énorme sur l'attention qui sera mise sur le nouveau savoir. Alors, il fallait prendre compte ou tenir compte et le révéler à la fois à l'enseignant lui-même et aux étudiants, d'une part. D'autre part, la recherche nous montrait également que ces connaissances devaient être bien orchestrées, structurées, intégrées dans la mémoire des étudiants. Et donc, plus ce savoir est intégré, plus il sera réutilisable plus tard. Alors, c'est sur base de ces deux grandes idées qu'est née l'idée de l'apprentissage par problème. Et un des grands concepteurs, une des figures de proue de cette méthode, c'est un chercheur de l'Ontario, d'où est venue cette méthode, de l'Université McMaster à l'époque, Barrows, qui rappelle essentiellement qu'il y a quatre grands fondements, si l'on veut, puisqu'avec le temps, les choses ont beaucoup évolué. La littérature était dans plusieurs directions, des auteurs se sont improvisés spécialistes, si l'on veut. Alors Barrows a voulu, dans cet article qu'il a publié dans les années 90, revenir au fondement de l'intention de départ qui était l'apprentissage par problème. Alors, une de ces choses importantes, c'est l'objet même qu'est une situation problème. Il y a deux mots dans cette expression, situation et problème. Alors, deux de ces fondements tiennent à ces deux mots. La première, c'est la situation. Alors, la situation doit être la plus authentique possible. Elle doit refléter la réalité de pratique. Au sens où je n'ai pas à me questionner sur ce qui est utile, non utile, vrai ou faux. Je n'ai qu'à traduire comme concepteur le mieux possible ce que la réalité professionnelle présente déjà. Et dans ce contexte, on parle d'authenticité. C'est un critère d'évaluation, d'appréciation, disons, d'une situation problème. Plus elle est authentique, plus elle sera apte à pouvoir susciter éventuellement l'intérêt des apprenants. Donc, voilà pour le mot situation, c'est une des premières clés. La deuxième, c'est problème. Alors, qu'est-ce qu'un problème? Dans la littérature, depuis plusieurs années, en psychologie cognitive, on a puisé des connaissances sur l'analyse de la résolution de problèmes. On sait aujourd'hui qu'une situation problème qui est intéressante et efficace sera justement apte à pouvoir problématiser un sujet d'apprentissage. Au départ, ce n'est pas toujours facile de le faire, mais plus ce sujet sera problématisé, plus il favorisera l'éclosion, disons, d'hypothèses. Dans le cas des médecins, par exemple, d'où vient la méthode, on parlera d'hypothèses diagnostiques. Mais de façon générale, on peut dire que toutes ces hypothèses devraient avant tout chercher à expliquer les causes et l'origine de la situation qui est présentée devant les étudiants. Ce sont donc des hypothèses de nature explicative. Voilà, donc cette situation problème doit être présentée et décrite de façon à laisser plein d'éléments non résolus, non explicités, justement pour susciter à la fois la curiosité du lecteur, mais aussi son intérêt à chercher à expliquer ce qui se passe. Et donc cette structuration du problème, on dira qu'il est mal structuré, mais volontairement mal structuré, et pas très bien défini a priori pour ne pas amener à une solution toute simple et unique au final. Elle doit rester ouverte, cette situation problème. Donc voilà deux clés, la situation la plus authentique possible, le problème le plus structuré de façon à susciter la démarche de questionnement, formulation d'hypothèses, voire objectif d'apprentissage. Deux autres clés importantes pour arriver à ces résultats ou à cette forme, c'est-à-dire ces résultats ou cette façon d'orchestrer la situation problème devrait générer chez l'étudiant davantage une prise de responsabilisation, disons, de sa démarche d'apprentissage. Alors, développement de son autonomie, ce faisant, développement de sa capacité à s'autoréguler dans la démarche elle-même, dans une perspective de développement des apprentissages tout au long de la vie. L'apprentissage par problème ne vise pas qu'à faire apprendre en temps réel à un moment X dans le cheminement quelqu'un. Il vise à l'outiller, à lui donner des habiletés de résolution de problèmes en général, puisque ce sera, pour une bonne part, ce qu'il aura à faire le restant de sa vie professionnelle. Donc, on vise à faire apprendre à apprendre autant qu'à favoriser l'apprentissage des savoirs intégrés, comme j'expliquais tout à l'heure. C'était donc le troisième élément. Et le quatrième et dernier élément, c'est ce que tout ça veut dire pour l'enseignant que l'on appellera, dans le contexte de l'APP, le tuteur.
Donc cet enseignant, ce tuteur, est invité alors à revisiter ce que veut dire enseigner dans cette perspective. Comment je me comporte, qu'est-ce que je dois avoir comme position face à ces personnes qui sont devant moi, en groupe restreint. Et donc, on parlera de quelqu'un qui serait davantage dans une position d'accompagnement, de soutien à l'apprentissage, de guide pour les étudiants. Et même si ces mots sont connus, les démarches ou les habiletés, les comportements qui découlent de ces postures, derrière, ne sont pas aussi aisément mis en action par quelqu'un qui n'a pas nécessairement une longue expérience, disons, d'accompagnement de ce type. Les Américains ont utilisé une expression, proposé une expression très intéressante et qui encapsule bien la distinction. Ils vont parler de ne plus être le sage on the stage, donc la personne qui sait, l'expert sur le podium, qui transmet son savoir, mais d'être plutôt le guide on the side, c'est-à-dire l'accompagnateur qui s'assoit à côté des étudiants. Et c'est donc dans une perspective de relation adulte à adulte que l'on doit se considérer comme enseignant dans cette position d'accompagnateur. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la formation qui vient avec cette idée de changer sa façon d'enseigner ou d'intervenir ou d'accompagner les étudiants. Donc l'accompagnement et la formation à l'accompagnement plutôt est très pertinente et utile, voire nécessaire, et la qualité des situations de problème représente les deux socles de l'APP. Une des grandes caractéristiques, c'est qu'on passe tout à coup de grands amphis à plus d'une centaine de personnes, disons, à des petits groupes restreints d'apprentissage. Et on parlera d'une échelle qui peut aller, disons, de 5 personnes dans un sous-groupe jusqu'à 15 personnes. La littérature, la moyenne des groupes, quand on regarde ce que les gens font, c'est autour de 8 à 10 personnes ou étudiants par sous-groupe. Et dans cette perspective, l'enseignant se joint à eux dans une discussion qui se fait généralement autour d'une table ronde, qui est initiée par une situation problème, de laquelle, en termes de contenu matière, les étudiants n'avaient rien entendu auparavant. L'idée étant alors, justement, dans cette première séance, il y a 2 séances, une que l'on qualifie d'aller, l'autre de retour. Dans la séance aller, on vise à ce que les étudiants fassent émerger, travailler à puiser dans leur savoir initial, donc ces connaissances dites antérieures, pour pouvoir expliquer autant que faire se peut la situation problème qui est décrite. Alors voilà, l'enseignant n'a pas à trop resserrer son accompagnement ici, il doit les laisser quand même aller largement explorer la démarche ou le thème d'apprentissage lui-même. Et donc, au terme de cette première séance, ils vont avoir formulé des hypothèses tentatives, explicatives de la situation. Ils vont avoir formulé des questions d'apprentissage. C'est avec ce bagage, ces outils d'enquête, si l'on veut, qu'ils vont aller dans la séance intermédiaire d'études, ouvrir les bouquins de référence, aller puiser dans les ouvrages disponibles pour pouvoir justement valider ou invalider ces hypothèses et répondre aux questions elles-mêmes. Au retour à la deuxième séance, on est là alors une étape où l'accompagnateur ou le tuteur sera dans une position de recadrage aux besoins, mais surtout leur donner l'occasion de faire le point sur les apprentissages réalisés. Est-ce qu'on a validé ou non ces hypothèses? Est-ce qu'on a répondu ou non à ces questions? Et au besoin, ouvrir sur d'autres apprentissages ultérieurs qui pourront être un enchaînement avec le savoir qui est visé là, dans le cadre de ce programme ou de ce cours en question. Alors voilà pour l'essentiel, 2 séances, une allée, un retour et au milieu, une séance d'études.